Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci d'être fidèles à Radio Fréquence Atlantique avec ses trois fréquences 88.3, 93.6 et 105.9. L'émission que vous pouvez suivre sur radio RFA.fr, donc sur le net, et qui sera présentée en direct. Dans quelques secondes, nous allons commencer. Alors, bonjour à tous et à toutes. Vous connaissez notre format, des informations, des commentaires sur des faits d'actualité importants, une partie des constructions et qui sont visibles sur Facebook en direct, et une autre partie de l'émission qui est interactive. Vous pouvez participer en suivant sur les radios et sur Internet et en téléphonant au 03 14 03. Donc, aujourd'hui, nous avons retenu trois faits d'actualité. D'abord, des révélations concernant les essais nucléaires français à Mururoa. Ensuite, l'annulation des condamnations qui pesaient sur Lula, l'ancien président brésilien, qui représentait une force anti-impérialiste. Et enfin, les conséquences du comportement agressif de Major à la Maison-Blanche. On n'en dit pas plus pour l'instant. Quant à la partie des constructions, nous allons nous arrêter sur les contradictions entretenues par l'idéologie bourgeoise en ce qui concerne la liberté individuelle et les intérêts collectifs. En fin de parcours, nous allons quand même dire quelques mots sur un thème que nous avions annoncé dimanche dernier et que nous avions laissé de côté parce que le temps était dépassé. Il s'agit de l'apport que le peuple martiniquais peut faire à l'émancipation de l'humanité. Donc voilà le menu de nos émissions de ce matin. On va commencer avec donc les révélations concernant les essais nucléaires français dans le Pacifique. C'est un média d'investigation qui s'appelle Disclose, qui a organisé un travail de consultation de 2000 pages de documents militaires déclassifiés en 2013 et en collaboration avec des chercheurs de l'université de Princeton aux États-Unis, dans le cadre d'un programme de recherche Science Global Security, et avec le soutien de collectifs de modélisation 3D qui est originaire d'Angleterre. Donc ces personnes-là ont travaillé sur tous ces documents militaires. Alors il faut dire que 2000 pages ont été déclassifiées, mais que le secret pèse encore sur beaucoup plus de documents auxquels ils n'ont pas pu avoir accès. Mais il faut rappeler aussi que ces documents sont écrits par l'armée, donc ils sont déjà suspects. En tout cas, c'est ceux qui servaient au gouvernement français à appuyer ces déclarations et ces décisions concernant les effets nucléaires. N'empêche que ces chercheurs, ces travailleurs du média alternatif, d'investigation plutôt, sont arrivés à une conclusion qui est la suivante. Le niveau réel de la radioactivité à laquelle la population polynésienne a été exposée lors des essais nucléaires qui ont eu lieu entre 1966 et 1996 a été grandement sous-évalué par les rapports présentés par l'État et par les gouvernements successifs. L'enquête a pu réévaluer la dose reçue à la thyroïde par des habitants des îles Gambier, Touréia et Tahiti au cours de 6 essais nucléaires particulièrement contaminants
dans l'histoire du centre d'expérimentation du Pacifique. Et ils arrivent à dire que, suivant les régions, c'est de 2 à 10 fois supérieur au taux annoncé par le commissariat à l'énergie atomique. Donc, pour expliquer ces différences de calcul, le média met en avant des interprétations différentes. Ils vous disent que, par exemple, un essai nucléaire qui avait été baptisé Aldébaran, ou Aldébaran, je ne sais pas, à Mouroua, quand les Français, les responsables de l'armée, ont fait des prélèvements pour justifier les conséquences, ils ont dit, bon voilà, les gens de cette île-là boivent uniquement de l'eau de rivière. Il n'y a pas d'autres sources d'alimentation. Et ils ont mesuré la radioactivité de l'eau des rivières. Vous savez que bon, l'eau se renouvelle, elle part des montagnes. Et évidemment, ils ont annoncé des taux qui sont assez bas. Sauf que cette mesure-là ne prenait pas en compte le fait que la plupart des gens buvaient aussi de l'eau de pluie. Mais comme dans le passé, nous faisions Martinique, il y avait les bombes recueillies. Et il n'y avait pas d'eau courante, donc les gens buvaient de l'eau de pluie qui était particulièrement contaminée. Donc ça explique les différences de calcul, mais vraisemblablement les militaires savaient très bien cette donnée-là, mais il s'agissait de diminuer l'impact dans l'intérêt des services français. Alors, les services de sécurité, je vais citer ce qu'ils disent, les médias alternatifs. Nous avons exploité les données recueillies par le service mixte de sécurité radiologique à l'époque du tir en 1974, les mêmes qui ont servi au CEA pour ses réévaluations des doses publiées dans une étude de 2006. Et les résultats sont ceux que nous avons dit. Premièrement, concernant l'eau, mais surtout que les dépôts au sol ont été sous-estimés de plus de 40%. Les dépôts au sol sous-estimés de plus de 40%. Alors, le nombre de Polynésiens qui ont été touchés également a été sous-estimé. Il faut savoir que les essais, il y en a eu 193 essais nucléaires, équivalent à 180 bombes d'Hiroshima. C'est vous dire l'importance des retombées qu'il y a pu avoir. Mais particulièrement, il y a un essai dont on n'avait pas parlé, qui a eu lieu en 1974, où le champignon n'était pas monté à la hauteur attendue, donc était resté dans des zones où les vents pouvaient agir sur ce nuage atomique. Et il s'est dirigé directement sur Tahiti. 110 000 personnes ont été potentiellement contaminées à ce niveau-là. Donc, on voit qu'il y a eu manipulation de l'information par les hautes autorités et des scientifiques sur lesquels ils s'appuient. Alors, il faut dire que pourquoi cette manipulation est faite, c'est pour éviter à l'État de reconnaître ses responsabilités et d'indemniser les victimes. Imaginez qu'à part les militaires qui ont été indemnisés, il n'y a eu que 63 personnes civiles où on a reconnu des retombées, des maladies dues aux retombées nucléaires. Alors, l'État français et ses scientifiques aux ordres, on le voit dans beaucoup d'autres domaines. Je ne parle pas du Covid, on reviendra sur les pesticides en Martinique. L'État français veut cacher les retombées pour ne pas avoir à indemniser les victimes. Et comme par hasard, il y a un rapport de l'INSERM qui a été publié, qui a été rédigé par 10 experts, et dont le résultat, ce rapport, disent qu'il n'y a pas de lien concluant entre l'exposition au rayonnement ionisant et les pathologies comme le cancer de la thyroïde ou les hémopathies malignes. On a déjà entendu Macron et d'autres dire le lien entre
chlordécone cancer n'est pas établi, on n'est pas confirmé, ben là, l'INSERM, on trouve des experts qui nous disent non, il n'y a pas de lien entre l'exposition au rayonnement ionisant et le cancer, les cancers comme la thyroïde, les hémopathies malignes, etc. Donc, évidemment, ça a entraîné une levée de boucliers et les associations qui défendent les victimes ont traité cela de négationniste et ont montré qu'effectivement, c'est une volonté de ne pas indemniser les victimes. Et il y a un prêtre qui s'appelle Auguste W.B. Carlson, qui est président d'une association qui s'appelle 193, référence au nombre d'essais nucléaires, qui milite pour l'indemnisation des victimes et qui a dénoncé pour cela comme une réinterprétation de l'histoire et comme une volonté d'insulter le peuple polynésien. Et il rappelait qu'il y a eu 1200 études qui ont porté sur la Polynésie et sur d'autres lieux d'essais nucléaires, mais que la plupart de ces études-là viennent de l'armée qui était aux commandes, qui contrôlait totalement l'affaire. Et évidemment, vous savez que l'armée ne va jamais se déjuger et que les gouvernements non plus ne vont pas se mettre les militaires à dos. Il s'agit vraiment d'une régression sur l'ouverture des archives militaires. Il faut savoir que François Hollande avait plus ou moins reconnu qu'il y avait problème et avait annoncé qu'il allait inciter à des recherches. Et depuis, cela est bien tombé. Alors, les gens qui dénoncent la manipulation qui est ainsi faite font ressortir qu'il y a d'autres études scientifiques, comme celle de la Commission de recherche et des formations indépendantes sur la radioactivité, qui sont arrivées à des conclusions totalement différentes à partir des mêmes documents. Et donc, les indépendantistes polynésiens montent au créneau pour dénoncer ces nouveaux mensonges faits par les autorités françaises. Cela nous amène à la comparaison concernant l'empoisonnement violent, conscient et criminel de la population martiniquaise et en premier lieu des ouvriers agricoles par l'usage des pesticides. Et on voit bien que ces gens-là cherchent des prétextes pour ne pas indemniser les victimes. Maintenant que les ouvriers agricoles sont montés au créneau, maintenant que la population manifeste par milliers, on a entendu Becker, représentant de la caste, qui déclare non, nous ne sommes pas responsables, nous avons fait des choses légales, c'était légal, les produits étaient légaux, nous avons vendu, donc personne ne peut nous attaquer. Au contraire, certains même se portent partie civile, oui, nous sommes aussi victimes, nos terres sont empoisonnées, donc nous voulons de l'argent de réparation. Alors évidemment que c'est un scandale, c'est honteux, et il faut dénoncer ce cynisme, puisque ils savaient que les produits étaient dangereux, ils ont demandé des dérogations, ils ont fait pression, ce sont des criminels. Ce n'est pas parce que l'État complice a obéi à leurs injonctions que ça veut dire, bon, c'était légal, je n'ai rien à voir dans cette affaire-là. Au contraire, c'est un mépris vis-à-vis du peuple martiniquais. Et tant que ces messieurs-là n'auront pas déclaré, nous sommes responsables, nous devons assumer une part des réparations, qu'ils ne viennent pas faire d'hypocrisie, de faire des campagnes bananes propres pour demander à parler à des ouvriers agricoles. C'est indécent, il faut qu'ils reconnaissent en premier lieu, oui, nous avons commis un délit. Dans la justice française actuellement, ils copient la justice américaine, il y a le plaidé coupable qui permet de dire, bon, je reconnais la faute, et puis allons négocier comment je n'avais pas. Mais si vous venez dire, non, je n'ai pas de faute parce que c'était légal, alors que vous avez utilisé après l'interdiction, après que vous êtes donné l'autorisation d'utiliser des stocks, vous avez continué, vous avez acheté des brevets ailleurs, mais non, arrêtez. Quant au préfet, quant au gouvernement français,
sur la réparation, ils vous disent, mais c'est pas nous, c'est les propriétaires. Ah, les ouvriers agricoles réclament leur retraite parce qu'ils n'ont pas été déclarés, parce qu'ils étaient sous-payés, donc ils ne peuvent pas prétendre à des pensions, parfois 200 euros, 150 euros. Et puis l'État français, dans des négociations officielles avec leur collectif, dit non, 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 vous retournez-vous contre les béquets, c'est eux qui ne vous ont pas déclaré. Sauf que quand les ouvriers réclamaient l'interdiction des pesticides, quand les ouvriers réclamaient des salaires valables, quand les ouvriers disaient mais nous ne sommes pas déclarés, nous sommes sous-payés, quand ils ont fait des grèves pour régler cette situation, c'est bien l'État français qui a envoyé des gendarmes, des gardes mobiles tuer des ouvriers agricoles. Et puis aujourd'hui, ils disent, ah non, c'est pas nous, allez voir les béquets. Donc on voit bien que l'histoire des essais nucléaires est venue le confirmer, qu'il s'agit bien de se mobiliser pour obliger que les gens soient jugés, que les criminels paient. Et pour cela, on ne peut pas compter sur la justice ou l'armée des gens qui sont coupables. Il faut passer au niveau de la justice internationale parce qu'aujourd'hui, il existe des lois, il existe des procédures qui permettent que la France soit condamnée comme Monsanto a été condamné, comme Shell a été condamné au Nigeria, et ça appelle à la mobilisation, je n'en dis pas plus pour le moment. Le deuxième point sur lequel je voulais intervenir concerne la décision du tribunal suprême fédéral d'annuler les 4 condamnations qui pesaient sur Ignacio Lula da Silva, l'ancien président du Brésil, qui, rappelons-le, était un métallo-ouvrier syndicaliste qui est arrivé et qui était porteur avec le Parti des travailleurs d'un projet anti-impérialiste et social. Ce gouvernement a permis que des millions de Brésiliens sortent de la pauvreté, qu'un travail social massif soit fait. Et c'est cela qui dérangeait la communauté internationale, c'est-à-dire le gang des pays impérialistes occidentaux. C'est synonyme aujourd'hui. Eh bien, la tactique qui avait été faite, c'est de faire un complot judiciaire de façon à condamner Lula et l'empêcher de se présenter au présidentiel, puisque tous les sondages donnaient sa victoire avec 70% au premier tour. Alors, nous avons eu l'occasion à maintes reprises de dire que les juges qui avaient mené la condamnation, eux-mêmes étaient corrompus. Il y a même une vidéo qui circulait montrant le principal magistrat qui menait l'offensive recevant une valise d'espèces de la main d'un entrepreneur de justice. Et on a eu l'occasion aussi d'expliquer que la principale accusation qui a été faite, c'est que un entrepreneur avait donné un logement à Lula pour qu'il lui donne un marché. À aucun moment, une preuve n'a été donnée que le nom de Lula ou de sa famille était associé à la propriété de cet appartement. Donc c'était une manœuvre. Malgré ça, il a été condamné et il a passé 580 jours en prison. Après ça, il a été libéré. Et depuis, des preuves ont été données que le procès avait été truqué, que les poursuites avaient été abusives. Et on arrive à ce que le tribunal suprême annule les 4 condamnations. Les médias qui ont parlé de cette annulation-là, les grands médias capitalistes, tous disent, oui, c'est une procédure, c'est parce que c'était le mauvais tribunal qu'on avait mobilisé, mais ces ennuis ne sont pas finis. C'est de la désinformation. Parce que la base pour dire que ce tribunal-là n'était pas compétent, c'est parce que justement ce tribunal-là juge les affaires de corruption. Et que ce qui était reproché à Lula ne pouvait pas répondre aux critères
de ce tribunal-là. Donc au départ, ça fait tomber l'idée même de corruption. Mais il faut quand même salir la réputation de Lula. Mais ça nous amène à dire qu'il nous faut comprendre que les gens qui sont à bas derrière des élections ne comprennent pas que dans le système actuel impérialiste, capitaliste, bourgeois, les élections sont entre les mains des gouvernements qu'ils manipulent, qu'ils font les lois, qu'ils les défendent. Déjà au départ, la question du contrôle des infrastructures, la puissance financière, permettent à ces candidats du système, la manipulation des sondages, des médias, d'être pratiquement assurés d'avoir la majorité. Mais si vous arrivez, malgré tout, grâce au soutien populaire, à entrer dans l'affaire, eh bien, il n'hésite pas à détruire le processus démocratique. Ça a commencé avec le Honduras, ça a continué avec le Brésil. Dilma Rousseff était présidente après Lula. Eh bien, on dit que Dilma Rousseff a truqué les comptes de la nation. Dilma Rousseff a truqué les comptes de la nation et on la rend inéligible. Mais c'est partout. En Bolivie, il y a eu des élections. Alors, j'essaie de rester poli, mais tous ces journalistes qui viennent dire que hier, l'État bolivien met en prison la présidente qui organisait la transition démocratique après le départ de Evo Morales, hein, ce sont des gens, des propagandistes militaires, ce sont des criminels, ce sont des gens qui mériteraient d'être allés en prison pour désinformation massive. Les bonhommes, la dame a fait un coup d'État avec des militaires, refuser le résultat des élections dont les journalistes qui disent ça savent très bien qu'il y a des investigations qui ont été faites pour dire non, il n'y avait pas de fraude. Evo Morales avait gagné. Mais ils ont fait un coup d'État qui a poussé Evo Morales à partir, ce qui l'a d'ailleurs lui a sauvé la vie. Hein? Les journalistes savent que depuis l'échec de ce coup d'État-là, les preuves ont été établies, hein, qu'il n'y avait pas fraude pour l'élection de Evo Morales. Et quand cette dame est arrivée au pouvoir, elle a fait tirer sur des manifestants, elle a mis en prison des opposants, les cadres syndicalistes de masse, elle a développé des arguments ouvertement racistes, empêchant les Indiens de rentrer dans les services publics avec leurs habits normaux, en disant que c'est des sauvages. Et puis des journalistes viennent nous dire que Evo Morales est revenu et qu'il reprenne de façon autoritaire le contrôle, qu'ils mettent en prison des anciens ministres, et puis qui ils interrogent? Des gens qui disent c'est un abus. Bon, bref, je reviens sur la question des élections. Donc, il faut être conscient qu'ils sont capables de diaboliser des gens, de truquer des élections, mais surtout d'organiser des coups d'État institutionnels pour que ceux qui ont gagné et qui ont des intérêts opposés à ceux des impérialistes sortent du pouvoir. Alors, on a oublié que cette semaine, pendant qu'on critique Hong Kong qui est allé arrêter, où la police chinoise est allée arrêter des responsables d'opposition, vous verrez ça sur tous les jours, tous les médias, aujourd'hui vous allez voir ça. On critique la Chine, mais en même temps le Parlement européen vote pour lever l'immunité parlementaire du responsable catalan, Puigdemont, Carlos Puigdemont. Vous imaginez des responsables politiques élus organisent un référendum d'autodétermination en Catalogne, pays européen, dans une monarchie. Et ce référendum-là
le jour où il y a les élections, est entravé par des violences policières qui matraquent des vieux, des électeurs, des vieilles, des personnes âgées qui sont venus voter. Et puis, que le résultat du référendum donne raison aux Catalans, que l'État espagnol monarchique, né du franquisme, arrête et jette en prison les députés qui ont organisé une élection. Ceux qui sont à l'extérieur et qui étaient protégés par l'immunité parlementaire voient leur immunité levée par les grands défenseurs des démocraties européennes. 400 personnes votent, 400 élus européens votent. Il y a eu 248 qui ont refusé et 45 abstentions pour lever l'immunité de Puigdemont. Et puis on est en démocratie. Quand je dis cela, ce n'est pas pour condamner la participation aux élections, mais c'est pour montrer que la participation aux élections doit intégrer cette donnée-là et s'appuyer sur une véritable organisation du peuple. Parce que la lutte des Catalans continue, malgré cette offensive-là, parce qu'ils sont organisés. À la base, il y a des syndicats. Et qui d'entre vous a souvenir de ce qu'on a dit, de ce que la CIA a révélé sur le président actuel du Honduras, Juan Orlando Hernández? Je rappelle que Zelaya, c'était un président social-démocrate de gauche qui a été renversé par les fameux coups d'État institutionnels dont nous parlions tout à l'heure. Et que depuis, ce sont des pro-américains, des pro-états-uniens, des pro-capitalistes qui gèrent le pays. Eh bien, ce monsieur, Juan Orlando Hernández, actuel président du Honduras, la CIA a arrêté un gros trafiquant de drogue. Et le procès roule et ils ont eu des documents. La CIA dit, le président est directement complice de la livraison de tonnes de cocaïne aux trafiquants. On a dit ça un jour à la sauvette, mais il est toujours président. Il n'y a pas d'opération comme on l'avait faite au Panama pour aller saisir, comment il s'appelle encore, l'ex-président du Panama, le nom m'échappe. Excusez-moi. Ortega? Noriega. Voilà ce qui. Parce que je pensais à ça. Noriega, ils sont allés le prendre, ils ont tué 4000 civils dans cette opération pour le prendre. Mais là, oui, Hernandez est en complicité avec des trafiquants de drogue. De même que Guaido était en complicité avec des trafiquants de drogue au Venezuela, mais il voulait le mettre au pouvoir. Donc, il est important que nous comprenions qu'il y a un affrontement décisif qui est en train de se passer entre les impérialistes occidentaux et tout ce qui est progressiste, tout ce qui est anti-impérialiste, et que les médias sont faits pour conditionner l'opinion dans le soutien de leurs protégés et dans le rejet de ceux qui gênent les plans impérialistes. Alors, le troisième thème que je voulais aborder, j'ai dit qu'un certain major a fait des violences à la Maison Blanche, et d'ailleurs il sera exclu. On n'en a pas tellement parlé, heureusement pour nous en Martinique. Pourquoi j'en parle? C'est pour montrer ce que sont les médias entre les mains des multinationales. Tous les médias états-unis ont parlé de ça. Il y a eu des émissions spéciales sur des chaînes télévisées. Mais dans le reste de l'Occident, vous allez prendre Sud-Ouest, enfin, tous les journaux régionaux de France en ont parlé. Alors, Major, il a 3 ans. C'est le plus jeune des 2 bergers allemands du couple présidentiel. Major a eu un comportement agressif contre des personnels
Mais ça mérite que je lise l'article. Hein. Et même l'AFP, le journal Le Figaro, là, je prends. Major, donc, le plus jeune des deux bergers allemands du couple présidentiel, aurait eu des comportements agressifs. Le président américain Joe Biden a renvoyé ses deux chiens dans sa résidence de Wilmington, dans l'État du Delaware, après un incident de morsure impliquant un agent de sécurité de la Maison-Blanche. Selon les médias américains, lundi 8 mars, en sautant, aboyant et chargeant le personnel des agents de sécurité de la Maison-Blanche, a rapporté CNN, c'est CNN, ça c'est grave pour comprendre, qui cite deux sources anonymes. Il y a eu donc un incident de morsure sans préciser s'il y avait eu un blessé. L'épisode a cependant été considéré comme suffisamment grave pour que les deux chiens, dont Sean, qui a 13 ans, l'autre petit a 3 ans, mais celui-là a 13 ans, soient envoyés à Wilmington la semaine dernière. Ah, mais ça prouve que Joe Biden, c'est un brave tic, hein, parce que Major avait été adopté dans un refuge pour animaux. Ça prouve que c'est moi qui dis. Hein. Je continue la lecture maintenant. Major avait été adopté dans un refuge pour animaux par Joe Biden et sa femme, Jill, en novembre 2018. C'était le premier chien de refuge à avoir vécu à la Maison-Blanche, ayant aménagé après l'inauguration en janvier. Donald Trump n'avait pas d'animal de compagnie à la Maison-Blanche. Il n'a pas été possible de savoir dans l'immédiat quand ou si les chiens seraient autorisés à revenir. Mais dans une interview le mois dernier, la première dame, Jill Biden, s'était déclarée préoccupée par l'installation des chiens dans leur nouvelle maison à Washington. Ah, ils doivent prendre l'ascenseur auquel ils ne sont pas habitués. Ils doivent sortir sur la pelouse sud avec beaucoup de gens qui les regardent. C'est ce qui m'obsède, que tout le monde s'installe et reste calme, avait-elle déclaré sur la chaîne NBC. Chers amis, chers auditeurs et auditrices, je vous ai dit que tous les médias en ont parlé. J'ai parlé de AFP, de CNN, j'ai parlé de NBC. On a parlé de la première dame. C'est sous Obama qu'on avait déjà commencé à parler du premier chien. De quelle information, de quel système nous sommes? Ce dont j'ai parlé sur les essais nucléaires polynésiens n'a pas eu le même écho dans tous ces pays, dans tous ces médias. Ça veut dire qu'on pousse les attentions sur des choses superficielles, sur des choses qui contribuent à monarchiser les gouvernements occidentaux, le roi, la reine, ses enfants, etc. On pousse à accorder des choses superficielles de l'importance et à obscurcir toutes les informations fondamentales qui appelleraient l'opinion à résister, à réfléchir et à résister. Enfin, vous savez, j'ai quand même conservé beaucoup de temps pour parler de Major et l'autre chien. Franchement, bon, on va peut-être respirer avant de passer à la partie des constructions. Alors, cette partie des constructions va nous amener à parler des contradictions qui sont entretenues par l'idéologie bourgeoise entre l'idée de liberté individuelle et la conception des intérêts collectifs. C'est en grande partie sur cette contradiction qu'ils fondent leur domination et la manipulation de l'opinion. Cela va nous amener à essayer de comprendre comment les conceptions en matière de compétition qui sont portées par cette idéologie détruisent l'harmonie sociale. Avant de finir cette déconstruction, je vais quand même ajouter un petit point
que j'avais annoncé la semaine dernière et que nous n'avions pas traité, le temps étant imparti, dirait l'autre, l'apport du peuple martiniquais à l'émancipation de l'humanité. Alors, pour parler des contradictions entretenues par l'idéologie bourgeoise concernant liberté individuelle et intérêt collectif, je vais partir d'un constat que nous tous pouvons faire. Prenez tous les médias possibles et imaginables et regardez la place accordée aux faits divers. C'est vrai qu'en accordant la place aux faits divers, on obscurcit les articles, les réflexions qui pourraient amener à des positions plus éclairées, à des positionnements politiques plus justes, etc. Les faits divers ont cette fonction-là, entre autres. Mais il y a un aspect qu'ils nous révèlent, c'est que leur multiplicité, leur omniprésence dans la société est bien réelle. On attire notre attention dessus pour ne pas penser au reste, mais c'est une donne. Quand vous lisez, prenez les informations sur Google, par exemple, aujourd'hui. Un père tue ses 2 enfants autistes pour toucher l'assurance. Une infirmière qui disparaît, etc. Enfin, vous connaissez l'étendue des crimes, des mamans qui ceci, des papas qui violentent, etc. Tous ces faits divers-là. L'aspect de déconstruction que je peux aborder, c'est dans notre façon de les interpréter. Parce qu'ils sont là, ils sont réalité, on en parle beaucoup, mais il faut essayer de les comprendre. On peut considérer qu'il y a plusieurs bases qui expliquent ces débordements des faits divers. Il y a la délinquance, des bonhommes qui tuent pour voler une chaîne, il y a la délinquance, le trafic de drogue, à la base de violences, de débordements, etc. Mais il y a un deuxième volet qui est encore plus important en termes statistiques que les actes de délinquance pure, ce sont les actes commis dans le cadre de dérèglement mental. Celui qui tue, qui violente, etc., c'est quelqu'un qui est aliéné au sens psychiatrique du terme. Ce que chez nous on appelle débiélé. Beaucoup de gens commettent ces actes-là parce qu'ils sont débiélés. Et puis, il y en a des actes, des faits divers. Ce n'est pas des délinquants, ce n'est pas des débiélés, c'est des gens qui disjonctent à un moment donné. Et ces accès-là, ou ces excès-là, se manifestent à travers des divisions, des querelles de voisinage. Et tout ça peut conduire à des faits divers, sanglants, incompréhensibles. Alors, quelle est la racine de tous ces phénomènes? Comment les interpréter? Si on reste dans l'idéologie dominante, on ne pourra pas en sortir. Il faut vraiment comprendre que c'est une conséquence de la façon dont la société est organisée et une conséquence du fait que l'idéologie dominante est intégrée dans l'esprit de la grande majorité des gens. L'idéologie dominante, c'est la façon de concevoir le rôle de l'argent, l'épanouissement individuel, les relations entre les hommes et les femmes. On rappelle ce qu'on avait dit que l'idéologie, c'est des idées, des concepts qui motivent les comportements humains. Mais l'idéologie dominante qui développe le machisme, qui développe l'élitisme, les distinctions entre intellectuels et manuels, etc., les conceptions d'épanouissement, il faut qu'elle soit Miss, il faut qu'elle soit premier, etc. Ça, c'est l'idéologie dominante qui pousse des gens à avoir une conception de la vie et des comportements qu'on voit majoritairement appliqués dans les faits divers. Et puis, il y a
au-delà de l'idéologie dominante, le mal-être qui fait que, comme on n'est pas bien dans sa tête, chacun est déchiré par des contradictions. Alors, les attentes qu'on a, on veut être Miss, on veut être chanteur, on veut être patron d'entreprise, on veut être ceci, et puis les possibilités réelles qui est données à la masse de la population d'arriver à réaliser ces rêves-là. Donc, ce mal-être-là conduit à des troubles plus ou moins graves qui peuvent aller à l'énervement ou aux maladies physiologiques, etc. Mais surtout à ce qu'on dit aux excès manifestés par les faits divers. Alors, cela relève de problèmes psychologiques ou même psychiatriques. Mais c'est la grande majorité de la population qui est touchée à un degré ou à un autre par ces phénomènes-là dont nous parlons. Alors, la liaison avec le travail de déconstruction que nous avons entrepris depuis quelques semaines, c'est de dire le système capitaliste et impérialiste a fait son temps. Pour qu'il change, il faut qu'il y ait des conditions objectives et des conditions subjectives qui soient réalisées. On a expliqué que les conditions objectives, c'est la façon dont l'économie se déroule, les rapports de force, ça a évolué à un point où le système va imploser. On a dit que les facteurs subjectifs ont évolué aussi par circulation d'informations, compréhension, échec du système. Donc, de plus en plus, les conditions subjectives se réunissent aux conditions objectives pour le changement. Mais nous avons dit aussi que nous pouvons accélérer le changement ou assister impuissant à lui permettre de durer encore plus, suivant l'attitude que nous aurons, suivant la compréhension que nous avons et les changements que nous aurons dans nos comportements. Alors, quand on a parlé de tous ces faits divers, c'était pour introduire l'idée qu'il nous faut nous défaire de la vision occidentale concernant les relations entre les hommes, de la façon de comprendre ce qui pousse les hommes à agir. Il nous faut sortir de cette vision qui est liée d'ailleurs on parle de vision judéo-chrétienne en termes de civilisation, non pas tellement en termes de religion, qui dit c'est le bien ou le mal. S'il a fait ça, c'est parce qu'il est méchant. S'il a fait ça, c'est parce qu'il est gentil, etc. Et puis tout est noir, tout est blanc. Mais si nous regardons, tout être humain, sans exception, est porteur des difficultés dont nous avons parlé plus haut, à savoir le mal-être. Qui de nous n'arrive pas à avoir des accès de colère incontrôlés? Bon, c'est passager, chez d'autres c'est plus long. Mais nous sommes tous concernés par cette façon-là. Donc il nous faut arriver à comprendre et interpréter scientifiquement les faits, ce que nous appelons les faits divers, les dysfonctionnements de la société, afin de mettre en place des protocoles de résolution. Alors, dimanche dernier, on avait parlé, soit individuel, soit collectif. Nous avons insisté dimanche dernier sur le protocole de l'émancipation individuelle et aujourd'hui, je voudrais insister surtout sur le protocole d'émancipation collective. Mais d'abord, il y a un point de discussion sur lequel je voulais revenir. Cette semaine, j'ai eu la chance d'avoir une discussion avec une auditrice militante qui a la tête sur les épaules concernant cette émission-là que nous réalisons chaque semaine. Et elle me disait, c'est bien, le contenu est bien, mais le problème c'est la longueur. Les gens n'accrochent pas quand on va dépasser 10-15 minutes en matière de communication. Est-ce que c'est efficace? Alors, ce point-là, je veux le faire d'entrée pour dire que, et d'ailleurs nous avons été d'accord en fait de discussion sur l'analyse, le système actuel empêche aux gens de réfléchir, empêche aux gens d'étudier.
à tous les niveaux. Ce que nous avons dit concernant les médias, où on parle du chien de Biden, et on ne va pas faire réfléchir sur des choses importantes, fait partie de l'offensive. Les médias, c'est OK. Dans l'école, c'est ça aussi. Depuis une vingtaine d'années, les gens qui sont à la tête des ministères de l'éducation, avec leurs soi-disant experts, sabotent les possibilités que la masse réfléchisse. Imaginez, chers enseignants qui m'écoutaient, quand on nous dit de ne pas faire les enfants apprendre par cœur, c'est une hérésie. Il faut apprendre par cœur. Tous les enfants doivent apprendre par cœur. Maintenant, si on dit il faut apprendre par cœur après avoir compris, après avoir travaillé, on a complété l'idée. Mais quand on dit n'apprenez pas par cœur, ça veut dire ne nourrissez pas vos cerveaux d'idées et de connaissances. Parce que ce que vous comprenez sur un moment, ça s'enfuit, ça s'évapore si vous n'avez pas fixé. Quand on dit à des maîtres, ne faites pas de résumé pour les enfants, faites-leur faire eux-mêmes un résumé d'après ce qu'ils ont retenu. Ils ne sont pas ignorants, ces gars-là. Ils savent bien que ce n'est pas normal. Est-ce que vous allez confier une opération grave à un chirurgien qui n'a pas appris des tonnes de livres, qui n'a pas suivi des cours, des conférences de 3 heures Non, ça veut dire que il faut obligatoirement lire, étudier, approfondir, pour comprendre et organiser. Alors, évidemment, on n'oublie pas qu'il y a une guerre idéologique et que les méthodes actuelles de communication font que les gens s'accrochent à ce qui est fugace, ce qui est court. Pour mener la guerre idéologique et la guerre d'information contre le système, il faut obligatoirement faire des résumés, faire des petits spots, faire des vidéos courtes, etc., pour vulgariser le message. Mais ce qui va être vulgarisé, ce sera de l'éther si ça ne se fonde pas sur la réflexion globale, l'approfondissement. Et il faut travailler, il faut aller vraiment approfondir les choses. Alors, quand on fait des interventions qui sont longues, elles sont enregistrées, elles sont sur vidéo. Peut-être que tout le monde ne va pas, si on n'a pas la pratique, tout le monde ne va pas s'accrocher jusqu'au bout. Mais tout le monde qui a conscience qu'il faut se former peut revenir, écouter, repasser, revenir. Quand on fait un texte qui est long, une analyse théorique qui est longue, tout le monde ne va pas tomber dessus dès le départ, mais les plus motivés, les plus exercés par leur pratique vont approfondir et vont vulgariser. Et puis on a possibilité, si on n'est pas habitué au long texte, de revenir, appuyer, de discuter, de demander aux autres. Mais j'insiste pour dire que c'est un point de lutte entre le système et ceux qui veulent le changer, la nécessité d'approfondir, de lire, de se former, de s'obliger à aller. Ça n'a aucun savant, aucune personne artiste, etc., n'a pu avoir de résultats valables si la personne n'a pas travaillé, si elle n'a pas forcé. Je ferme la parenthèse pour dire que finissons avec l'idéologie du zapping, travaillons, formons-nous. Le militant, ou je ne dis pas militant, l'activiste qui vient dire, quand on et puis toutes les autres là, etc., un auteur, oui, etc., et puis qui va faire des actions, il a un bon sentiment, mais il sera laminé par la puissance adverse. Si on veut sauver notre pays, il faut que ce soit collectif. Donc, qu'en faire collectivement pour faire avancer les choses dans notre travail d'émancipation? Alors, d'abord, il faut comprendre que c'est sur le plan de la culture, de l'éducation, que les choses se jouent. D'après ce que je viens de dire, on comprend pourquoi. Il nous faut promotionner une culture alternative. Cela se fait déjà. Dimanche dernier, j'ai parlé des ouvrages pédagogiques qui sont produits, des groupes culturels qui travaillent, mais il faut que la synergie se fasse et que nous échangions nos expertises
pour produire des outils que l'ensemble du peuple martiniquais puisse utiliser. Par exemple, concernant l'école, les matériaux pédagogiques qu'on a partis, il faut en créer d'autres en dissidence avec l'idéologie dominante. L'éducation, ce n'est pas seulement l'école, c'est la façon dont les adultes transmettent ce qui est positif de notre culture. Encore une fois, ça se fait. Mais souvent, ça ne se fait pas assez en dissidence avec ce qui est généralement développé par les puissances impérialistes, disons, les médias impérialistes. Hier, par exemple, on a pu voir dans une émission de coaching que nous avons déjà eu sur laquelle nous avons déjà eu l'occasion d'attirer l'attention, une maman très contente d'avoir transformé sa fille. Ah, elle sera plus sûre d'elle. Cette mère-là veut certainement du bien pour sa fille, qui est peut-être n'a pas confiance en elle et puis qui est raillée, bouquée par d'autres personnes. Mais quelle est la réponse qu'elle pose? Il te faut participer à une émission où quelqu'un te dit porte tel type de vêtements, coiffe-toi comme ça, qui t'enlève ta personnalité profonde pour te faire entrer dans un moule. Alors, on peut avoir une satisfaction sur le moment, mais on n'a pas éduqué dans le sens d'assumer une émancipation intellectuelle et une émancipation collective. En disant ça, il ne s'agit absolument pas de culpabiliser ou de critiquer. Ce sont des actions que nous tous faisons spontanément, et je prends cet exemple-là parce qu'il est parlant pour que nous comprenions que de chaque décision d'éducation, nous devons dire est-ce que ça va dans le sens de l'émancipation profonde de la personne et dans l'émancipation collective de notre peuple. Mais au-delà de cet exemple, remise en question des conceptions bourgeoises. Nous avons lutté pendant longtemps contre cette idée développée par les Occidentaux que l'enfant qui est à l'école ne doit pas faire de travail manuel. Faut qu'il ne fasse pas la vaisselle, ça l'empêche d'apprendre ses leçons. Mais c'est contraire à l'éducation et ça maintient l'idéologie de division entre intellectuels bourgeois privilégiés et puis manuels et ignorants qui ne font rien. Nous devons, dans notre éducation vis-à-vis des enfants, leur dire tout le monde a un travail. Venez voir qui manie papa à un jardin. Il te faut participer, faire la vaisselle une fois. Il y en a beaucoup qui le font. Mais l'idée que, ah maman, je dois apprendre mes leçons, je fais pas. Premièrement, quelle leçon on apprend? Quel programme on apprend? Il nous faut remettre en cause la question du travail manuel, la jonction du travail manuel et du travail d'études. Je ne dis pas intellectuel parce que c'est entretenir la confusion, du travail d'études théoriques, d'acquisition de connaissances. Ça doit marcher ensemble. On a parlé des disciplines. Oui, nos enfants doivent préparer des examens et y réussir. Mais le contenu de l'école est fait pour les formater et les tirer de comportements sociaux. Les disciplines que nous étudions, quand on étudie l'histoire, on a dit qu'il faut les adapter. Il faut que ce soit l'histoire du pays vue par le peuple. Et que si on étudie Napoléon l'esclavagiste en le glorifiant, on débielle l'esprit des gens. Mais au-delà de l'histoire, le contenu des textes de français qu'on apprend, le contenu idéologique, il faut que si on ne peut pas remettre en cause l'intérieur de l'institution française, il faut que les organisations, les associations aient du matériel pédagogique alternatif pour émanciper culturellement notre jeunesse et nous-mêmes aussi, parfois, qui ignorons beaucoup de choses. Regardez depuis l'histoire de renversement des statues. Combien de gens avaient condamné ces vandales-là parce qu'il y avait eu des réactions négatives au début, et puis que disent, ah bon, c'est ça qui s'était fait, et qui finalement disent, mais c'est formidable, à tel point que cet acteur qui a reçu une
récompensière dans les médias. On parle, c'est devenu un mouvement international grâce à nos jeunes résistantes. Donc, il nous faut, aux côtés de l'école, avoir un travail alternatif. C'est l'école yo. Donc, il nous faut travailler dedans pour faire nos enfants réussir, nous assez intelligents pour ça, et en même temps, préparer l'éducation alternative. Ça, c'est le premier point. La question de la culture, la question de l'information, la question de l'éducation. Nous, toutes là pour travailler en ça, on aura gagné l'essentiel du travail. Quand la révolution cubaine a triomphé, la première chose que les révolutionnaires ont fait, c'est éducation, alphabétisation, étude de l'histoire, étude de la Caraïbe, étude des mouvements internationaux. C'est pour ça que l'impérialisme américain se brise les dents sur la révolution cubaine. On nous préparait depuis à tel. L'autre aspect par la culture, c'est la question de l'économie alternative. L'économie alternative, nous l'avons déjà dit dans notre émission, est en train de fleurir partout. Ce qu'il faut, c'est la synergie. Et chacun de nous doit avoir cette boussole-là. Je fais ça, mais comment je m'intègre dans un mouvement plus général? Je tiens là, par exemple, à saluer une militante qui est revenue de l'immigration et qui dit, maman Vinicia, tâche-moi là, c'est recenser tout ça, peuple là, qui avait dit bon, en matière économique, qui côté qui n'y coûte rien, pour me faire un travail en ça pour me connaître. Mais c'est ça. C'est pour dire que quand on parle de faire la révolution, c'est pas ouélélé, c'est chacun à son poste fait ce qu'il peut. Et ce qu'il peut, si ça rentre dans une dynamique globale, fera l'ensemble avancer. Et en matière économique, rouleau bravo pour tous ceux qui font des actions pour l'autosuffisance alimentaire, pour les remèdes gaziers, etc. Mais maintenant, il nous faut rentrer dans une phase de synergie. Synergie, ça ne veut pas dire absorption, tout le monde a dans une seule organisation, et puis bon, ça m'en fait quoi après. Non, c'est pas ça. Synergie, c'est construire des réseaux pour que l'un sache où l'autre travaille, conseille l'autre, et qu'on échange des expériences. Et globalement, il y aura une montée collective. Et donc, c'est ces deux aspects-là. Mais en même temps, sur quoi je vais insister, c'est que la prise du pouvoir politique pour mener un pays correctement, et j'allais dire pour avoir une révolution réussie, c'est qu'à la base, les gens décident et s'organisent. Fini le temps où on dit, Michel le cap allait bien, en nouveauté bailli. Ah, je veux le changement, manque à mettre Michel. Non. Maintenant, ça nous qu'a fait. Et dans chaque quartier, dans chaque famille, qu'on s'organise pour dire, que faisons-nous ensemble? Comment nous décidons d'une manifestation? Est-ce qu'on attend que quelqu'un vienne dire, ah, on nous manifester, ou bien est-ce que nous nous réunissions pour dire, il nous faut manifester, comment, qui fait quoi, etc. C'est-à-dire, il faut que le pouvoir politique, c'est ça, hein, c'est quand on décide. Qu'est-ce que nous faisons pour développer l'économie de notre quartier? Vous pas besoin de faire l'ENA pour ça. Au contraire, peut-être si vous faites l'ENA, pareil, ça fait ça. Il faut qu'on simplement nie l'esprit peuple là. Et c'est comme ça qu'on aura des bases de décision politique, qu'on va construire une démocratie directe sur laquelle on pourra construire un État, des institutions réellement dépendantes de la souveraineté populaire. Donc c'est cette ambition-là. Et j'en arrive à la dernière partie qui concerne l'apport que notre peuple martiniquais peut faire. Alors, quand nous disons ça, c'est vraiment une conviction. Le peuple martiniquais là peut faire une expérimentation qui soit positive pour l'ensemble du peuple de l'humanité. Quand nous disons cela, ce n'est pas pour allier la thèse des peuples élus. Non, non, non. Israël, peuple élu, qui massacre, qui tue. La France, pays des droits de l'homme, qui gorge, qui tue, qui empoisonne. Et les États-Unis, qui doivent guider le monde, etc. Ce n'est pas cette thèse-là. C'est pour dire que chaque peuple a une spécificité qui lui permet de faire un apport particulier dans la cause. Par exemple, quand on fait une maison,
il y a des spécialistes de la maçonnerie, ben, il faut qu'ils fassent. Il y a des spécialistes de la peinture, il faut qu'ils fassent. Tout permet de construire une belle maison. Mais Bougla qui pas une peine là, ou pas qu'il dit une peine, et puis t'as qui maçon, à peine. Ça veut dire que tous sont capables de faire toutes ces activités-là, mais qui ont une expérience, qui ont des conditions. Celui-là a eu la chance de faire des écoles de peinture, etc. Mais le peuple martiniquais, il a une particularité par rapport à l'ensemble de la planète. C'est l'endroit où la fusion entre les différentes civilisations a été la plus complète. Ça veut dire que nous avons une base africaine, nous sommes des afro-descendants, et le fondement culturel même de la Martinique est basé sur cette civilisation africaine. Coup de main, entraide, grande famille, etc. Mais il a aussi eu l'apport des civilisations indiennes. Il a eu, donc à manger Colombo, c'est pas manger seulement, hein, c'est manier il a vivre, il a concevoir la vie, la philosophie indienne qui est tout à fait particulière. Les Chinois, même s'ils sont minoritaires, et puis les Européens. Ils ont fait une dictature, ils ont tué les gens, ils ont empêché les gens de monter, mais ils ont privilégié leur civilisation et le peuple martiniquais qui se constitue a su tirer. Il y en a qui ont trahi, qui ont servi le colon, mais il y en a qui ont utilisé la civilisation du colon pour gravir les échelons tout en restant fidèles à leurs racines. Enfin non, enfin, bref, c'est des symboles, mais des êtres humains martiniquais ont pu faire la synthèse. Mantine du roman de Zobel, qui dit faut moins sacrifier pour moi pour y réussir. Elle règle un problème personnel, elle ne veut pas que son enfant aille être esclave dans la canne, mais elle lui donne l'esprit, il lui donne l'intelligence, la connaissance. Et si celui-là arrive à rester ancré dans ses racines, ça veut dire qu'on aura pris des apports de la civilisation occidentale, qu'on les aura digérés pour construire une civilisation particulière. Ça, c'est une caractéristique du peuple martiniquais. Rappelez-vous que dans l'histoire, la Martinique était centre de commandement de toutes les colonies françaises dans la Caraïbe. Bon. Et puis il y a un deuxième aspect. Le deuxième aspect, c'est sa position géostratégique. C'est d'ailleurs cette position géostratégique qui a permis la fusion des civilisations. Et cette position géographique qui nous met en contact avec la Caraïbe, le continent américain, qui nous rattache à l'Afrique et à l'Europe, où il y a des va-et-vient, fait que nous avons une place qui nous permet de rayonner. Le premier aspect nous disait, on a une place qui nous permet de fusionner, mais on a une place qui nous permet de rayonner. Nos enfants qui sont au Japon, en Chine, partout, et qui sont des cadres de haut niveau, dont la plupart restent fidèles à leur patrie, à leur attachement, et qui n'attendent qu'à venir. Je me permets de faire une petite parenthèse. Pendant les événements de 2009, il y a une dame de la haute société qui vient voir des amis et qui leur dit « J'ai 3 enfants qui sont de haut cadre, un sur une plateforme pétrolière, un, etc. Et ils ont entendu ce qui se passe en Martinique, ils veulent rentrer pour participer. » Bon, nous leur avons dit que, bon, où ils sont, ils peuvent travailler et ils sont utiles. Pour dire qu'il y a des gens partout qui ont envie de faire ce pays développer et nous avons la chance aussi d'avoir des relations avec des mouvements progressistes et révolutionnaires de partout le monde. Notre pays peut jouer un rôle à condition que nous acceptions de voir ce que nous sommes, de voir nos potentialités, à condition que nous surmontions les divisions, pardon, et que nous nous formions
que nous comprenions, que nous étudions pour voir quel est le meilleur chemin à prendre. Voilà, je ne serai pas plus long, je vous remercie de votre attention, sauf que je vous invite dimanche prochain à une émission tout à fait particulière de 8h45 à 11h45. Donc ce ne sera pas notre émission traditionnelle, mais le collectif des ouvriers agricoles empoisonnés par les pesticides va venir pendant toute la matinée pour raconter sa genèse, les revendications, donner des témoignages et répondre à votre question. Donc, faites le mot passé, ce sera retransmis en intégralité sur Facebook. Faites le mot passé, dimanche 8h45, 11h45, liaison avec le collectif des ouvriers agricoles. Merci de votre attention. À tout à l'heure pour Thierry Joseph Angélique.